tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à toutes et à tous. Donc vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages sur le compte Instagram de Filles Expat pour me dire que vous n'avez pas de compte Apple et que donc vous ne pouvez pas me laisser votre avis sur Apple Podcast. Donc c'est pas un souci, malheureusement les autres plateformes ne vous laissent pas encore l'option de pouvoir laisser un avis. Donc ce que je vous propose de faire, c'est si vous connaissez une personne qui envisage de s'expatrier, qui pense depuis longtemps ou qui s'apprête à partir, ce que je vous propose de faire, c'est de partager avec cette personne le compte de Filles Expat, car peut-être certains de ses témoignages vont l'aider à préparer au mieux son départ, mais aussi cette personne va peut-être pouvoir partager certains témoignages avec son entourage, car le but de Filles Expat, c'est aussi de rassurer son entourage, car il y a peut-être un papa ou une maman quelque part qui s'inquiète pour sa fille. Et s'ils peuvent en apprendre un petit peu plus sur un pays précis d'expatriation, ça pourra que les rassurer. Donc voilà, n'hésite pas à le partager. Allez, maintenant je vais laisser la place à mon invité. Si tu peux commencer par te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je suis actuellement à Amsterdam, aux Pays-Bas. Génial. Depuis combien de temps tu te trouves à Amsterdam? Alors, c'est tout récent puisque je suis arrivée il y a 2 mois maintenant, mais disons 2 mois de manière formelle et je réside ici. Mais avant, je venais un peu plus régulièrement puisque ça fait 2 ans que mon copain est installé ici. Ok, donc comme tu le sais, puisque tu es une fan des podcasts Filles Expat, on va faire un retour en arrière et on va essayer de comprendre du coup qui était Sophie au départ avant d'en arriver à Amsterdam. Je te laisse remonter aussi loin que tu le veux. Ok, alors écoute, du coup, moi j'ai eu un parcours relativement classique en termes d'études, dans le sens où j'ai fait une classe prépa, puis école de co, et suite à l'école de co, l'année à l'étranger, les stages, etc. Donc disons que assez vite, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre à l'étranger et que ça s'est un peu présenté tout seul. Avant, si on peut revenir sur mon enfance, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et beaucoup déménagé de par le travail de mon papa. Donc, on déménageait à peu près tous les 3-4 ans et ce qui m'a donné déjà, je pense, le goût de toujours bouger et pas rester plus de quelques années dans un même endroit. Oui, parce que j'allais te demander donc, justement, de quelle région t'étais, mais du coup, peut-être plus de plusieurs Alors régions. justement, je ne sais jamais répondre à cette question parce que du coup, je suis née en Bretagne, mais vraiment, je suis restée en Bretagne le temps de naître. Je me revendique très bretonne parce que j'adore la région, mais j'ai vécu finalement que quelques mois. Et après, j'ai tout de suite bougé et on a changé de région. Donc, je me considère française, on va dire, un petit milkshake de la France. Pas mal ça quand même. Du coup, plutôt cool. Et quand tu disais que tu voyageais beaucoup, est-ce que tu voyageais Europe, hors Europe? C'était à peu près quoi tes voyages? C'était à peu près les deux en fait. Dès qu'on avait des vacances, mes parents m'ont beaucoup amené hors Europe pour les voyages un peu plus été finalement qui nous permettent d'avoir des longues vacances. Et la Toussaint, Pâques, etc., les vacances un peu plus courtes, c'était plutôt des capitales européennes. Mais voilà, toujours l'idée de un peu bouger, de voir ce qui se passe ailleurs. Et finalement, avec un peu le sentiment maintenant je connais moins la France que l'étranger d'une certaine manière. C'est clair. Parce que, en fait, c'est sympa parce que toi, t'as tout de suite, en grandissant, déjà été un peu immergé dans les cultures différentes que celles de la France. Donc, du coup, c'est sûr que t'as eu cette envie à un moment donné, et je pense qu'elle naissait en toi de t'expatrier. Mais du coup, tu disais que t'étais partie déjà faire des stages, t'étais partie où? Ouais, alors du coup, mes expériences à l'étranger, alors il y a eu la toute première où c'était pendant mon Master 1 en école de co, donc 1 an.
et je pouvais partir où je voulais, sur base de classement, premier du classement qui choisit, etc. Et j'étais plutôt bien placée et j'avais choisi l'Asie. Et donc, à partir de là, en fait, c'est un petit peu qui tout double dans le sens où il suffit qu'il y ait une personne devant qui veuille le pays où tu veux aller et tu dois revoir l'ensemble de tes choix, etc. Donc, j'ai fini à Taïwan. C'était pas forcément mon choix numéro 1, mais voilà, c'est là-bas que j'ai atterri. Et donc, chouette opportunité, dépaysement total pour le coup. 1 an là-bas, sans être rentré, on n'avait pas le droit sur papier de rentrer pour justement nous pousser à vivre l'expatriation à fond. Et c'est mes parents qui sont venus, j'ai une sœur jumelle aussi qui est venue, ma grande sœur n'a pas pu venir, mais voilà, du coup, ça a plutôt été comme ça. Après, j'ai enchaîné du coup. Après Taïwan, j'ai eu envie de rentrer en France et donc j'ai fait 6 mois à Paris. Je pense que j'avais un peu besoin de reconnecter pour le coup, mais je me suis très vite lassée, donc je suis vite repartie cette fois-ci à Madrid, donc en Espagne, pour ma deuxième partie de césure. 6 mois encore. Et après, j'ai fait mon alternance. Donc, qui dit alternance, des contrats français. Cette fois-ci, je suis rentrée à Paris, mais avec un poste qui était dans une entreprise internationale, un poste au global, donc ce qui me permettait finalement d'avoir la dimension internationale que je souhaitais dans mon travail, sans l'avoir finalement pour mon quotidien où je vivais. Et après, j'ai enchaîné avec un VIE à la fin de mes études, donc cette fois-ci à Bruxelles, puisque du coup, comme mon copain à ce moment-là était à Amsterdam, le but c'était vraiment de me rapprocher un maximum. J'ai pas réussi à trouver Amsterdam directement, sans parler Dutch, et en marketing c'était relativement compliqué. J'avais pas forcément envie de faire de compromis, on va dire, sur le plan pro, de prendre quelque chose histoire de dire je suis aux Pays-Bas, mais pour autant c'était un début de carrière, donc je voulais vraiment prendre une bonne opportunité pour me lancer. Et donc, je me suis retrouvée à Bruxelles, mais finalement, bon compromis entre Paris et Amsterdam. Et donc, j'y suis restée 2 ans. Super. Alors déjà, j'adore que tu t'es mis toi en avant plutôt que ton copain, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais te dire non, je me concentre sur mon pro plutôt que sur la vie, la love story, quoi. Mais ouais. T'as dit que t'as une sœur jumelle ? Ouais, exactement. J'ai une sœur jumelle et j'ai ma maman qui a elle-même une sœur jumelle. Donc, ouais, les jumelles, c'est dans la famille. Est-ce que tu sais que j'ai un frère jumeau, moi ? Ouais. Mais du coup, elle est aussi du genre à voyager ou enfin ça n'a pas été compliqué cette séparation ? Du tout. Alors parce que du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que je disais que j'ai aussi une autre sœur, donc on est 3. Et en fait, autant avec Sarah, donc ma sœur jumelle, on a un peu évolué de la même manière avec ce côté vouloir partir à l'étranger et vouloir partir, enfin, tout court de nos racines en quelque sorte. On s'est toujours dit, on a toujours été dans la même classe, on s'est toujours dit, on va jusqu'au bout ensemble et tant que ça fonctionne bien, bah super. Et le jour où, par exemple, on fera plus une force l'une pour l'autre, par exemple en classe, où je ne sais pas, on fera chacune notre chemin dans une classe différente. En fait, ça a hyper bien marché, on travaille ensemble, vraiment, enfin, on fonctionne ensemble, et jusqu'au moment où on a passé le bac, et là, on a eu 2 envies différentes. Sarah, elle avait un profil très scientifique, moi, au contraire, plus éco, en tout cas, à me tourner vers école de commerce, et donc, on a chacune fait une prépa, et en fait, on savait qu'on allait évoluer chacune dans quelque chose qui nous plaisait, et on a profité ensemble jusqu'où on a pu, et après, on a parti chacune dans notre voie, chacune, on a fait quelque chose qui nous a plu, donc à partir de là, c'était juste un choix qui était logique et j'en étais pas moins proche d'elle puisque on continue aujourd'hui de s'appeler tous les jours et j'ai pas ce besoin physique d'être avec elle mais pour autant oui je sais tout ce qui se passe dans sa vie et voilà et au contraire Pauline du coup ma grande sœur elle a eu plus ce besoin de rester, en tout cas aujourd'hui, de rester au même endroit. C'est-à-dire là où Sarah et moi, on a un peu les 2 aventurières de la famille et on est toujours un peu voyageuse. Pauline l'a beaucoup été quand elle était jeune. Elle a fait des stages un peu partout dans le monde et maintenant, elle s'est posée. Elle vient d'ailleurs tout juste de se marier, mais voilà, elle veut rester dans sa région, en Normandie. Et c'est important d'avoir, là, du coup, pas notre famille, mais la famille de son mari qui est proche d'elle, là où on diffère un peu plus aujourd'hui. Mmh. Oui, après, tu dis qu'elle est plus âgée, elle a quel âge ? Elle a 28 ans, donc 2 ans de plus que nous. Mais après, je pense qu'aussi, quand on était petite, en quelque sorte, avec Sarah, c'était plus simple pour nous. On était 2 pour s'adapter. Donc oui, on changeait souvent d'école, on changeait souvent de ville. Mais quand on est 2, c'est plus facile pour rencontrer du monde, on est plus à l'aise, on attire aussi un peu plus. Donc ça se fait plus naturellement. Pauline, elle a un peu moins bien vécu dans le sens, elle était seule. Donc c'est un peu plus compliqué dans ce sens-là. C'est clair, parce que moi du coup pareil avec mon frère on a été dans la même classe jusqu'à la première, donc lui c'est lui qui est parti faire le profil éco et moi le côté scientifique
Et c'est vrai que pour nous, la rentrée scolaire, c'est jamais une crainte en fait, parce que tu sais qu'il Ouais, y a toujours quelqu'un qui sera avec toi. Tu sais à côté de qui tu seras. Donc du coup, exact. c'est vrai que comme tu le dis, c'est beaucoup plus facile. Mais donc du coup, tu parles combien de langues? Alors du coup, je parle 3 langues, juste les langues finalement que j'ai appris au lycée et au collège, enfin, dans ma scolarité, espagnol, anglais, français. J'ai tenté d'apprendre le mandarin à Taïwan, c'est un grand échec. Et bon, on évoquera peut-être plus ce sujet tout à l'heure, mais le néerlandais, ça a été aussi un projet, mais que j'ai vite abandonné parce que justement, je me suis dit, autant me focus à fond sur l'anglais, puisqu'aujourd'hui, on peut vraiment parler partout en maîtrisant l'anglais. Et moi, je considère encore que j'ai mon accent français. Enfin, voilà, si on parle à une personne extérieure, bien sûr que je peux parler de tout et j'ai pas de problème pour m'exprimer. Pour autant, j'ai toujours mon accent français et c'est quelque chose sur lequel voilà, j'aimerais travailler. Donc, je me disais, autant avoir un anglais finalement qui est pas irréprochable mais qui est perfectible plutôt que me multiplier et me perdre dans plein de langues. Donc Oui, c'est clair. j'ai misé sur l'anglais. Après, perdre son accent, bon courage quand même, hein. C'est pas une chose Ah évidente, hein. mais exact. Et après je me dis bon, je suis française, j'ai mon accent français. C'est juste parfois je pense que je pourrais faciliter, tu vois, pour me faire comprendre. Mais oui, l'accent français rien n'y fait, hein. Et puis quand je parle avec des personnes internationales, elles me disent ah mais c'est trop chouette ton accent hyper sexy nanana. C'est ça. Moi je trouve pas sexy, mais au même titre que quand un Italien me parle, moi je trouve ça hyper beau. Et les Italiens entre eux, ils aiment pas non plus parler. On est Donc d'accord. non, disons que. Mais voilà. Mais du coup, pourquoi ne pas partir dans un pays justement anglophone alors? Parce que là, t'as quand même été à Taïwan, t'as été en Espagne, en Belgique, maintenant la Hollande. Même si tu parles anglais, tu vas toujours avoir des personnes qui parlent anglais avec des accents. Du coup, pourquoi ne pas aller Ouais. dans un pays purement anglais? Écoute, ça a été plutôt au fil des opportunités. Disons que Taïwan, je m'étais dit, pour le coup, je vais parler anglophone parce que anglais du coup, et c'est pas un pays anglophone, mais justement, comme personne va parler la langue du pays, je vais me retrouver avec plein de personnes internationales qui parleront anglais. Et finalement, quand tu travailles en entreprise, dans une entreprise internationale, les personnes viennent un peu de partout, donc tu retrouves cet anglais qui est un peu c'est la langue natale de personne, pour autant tout le monde le parle. Donc ça a plutôt été, disons, par rapport en termes d'opportunités. Si j'avais pas été avec mon copain, peut-être que je serais pas partie à Bruxelles en Belgique. Par exemple, ma soeur jumelle a fait le choix de faire un VIE à New York. Voilà, peut-être que j'aurais eu un projet similaire ou je sais pas. C'est voilà, les opportunités au moment où elles se sont présentées Ouais. qui ont fait que. Après, garde en tête que les opportunités, des fois, faut aller les chercher, hein. Ah c'est sûr, hein. Après, Bruxelles, je suis quand même allée le chercher, C'est ça. mais voilà, c'était quand même un choix de rester relativement proche. Et puis de toute façon, t'es encore jeune, donc t'as encore d'autres opportunités qui vont être présentées à toi. Mais du coup, Ah oui. là maintenant, c'est Amsterdam. Donc tu restais un peu dans le nord de l'Europe, on va dire. Quand je parle du nord, je parle au niveau de la météo, on en parlait un petit peu offline. Mais du coup, Ouais. toi, tu y allais déjà de temps en temps. Donc t'as dit pendant 2 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Et en fait, justement, Bruxelles, Amsterdam, c'est vraiment 2 heures, 2h30 max de route. Donc, et il y a eu le Covid entre-temps, donc disons qu'il n'y avait pas vraiment de distance et on a plus fait 50% Bruxelles, 50 Amsterdam plutôt que vraiment de temps en temps. Donc, par exemple, tout mon premier confinement, je l'ai fait ici à Amsterdam. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai pas eu l'impression de tout découvrir. Je l'avais déjà un peu découvert petit à petit finalement les années précédentes. Tu te souviens de comment t'as réagi la première fois que t'as vu Amsterdam? Alors, la toute première fois que je suis venue à Amsterdam, c'était avant même que Louis finalement ait son travail ici, puisqu'on s'était fait un week-end pour le Nouvel An. Et non, c'était même avant, en fait, j'étais avec mes parents, je suis en train de me dire, j'étais avec mes parents et en fait, justement, c'était tous les stéréotypes des Pays-Bas, mais en même temps qui sont vrais avec les tulipes, avec les canaux, avec les moulins. Et oui, c'est ce qu'on retrouve, mais écoute, j'étais fascinée en tant que touriste par les canaux et d'y vivre aujourd'hui, je reste toujours fascinée. Enfin, c'est quelque chose c'est juste waouh. Donc ouais, non, j'avais une bonne appréhension, je dirais, et elle se confirme plus que jamais. C'est clair. Moi, je me souviens aussi de ma première fois à Amsterdam, j'avais 21 ans. Je me souviens, c'était pour mes 21 ans. J'étais partie avec une copine. En plus, il faisait un temps magnifique quand on est allé. Et j'avais adoré, ouais, justement, tous ces canaux, etc. Et là, j'y suis retournée il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans.
Je faisais un vol Toronto, je devais faire Toronto-Luxembourg et je me suis dit tiens je vais prendre escale à Amsterdam et je vais aller le faire. Et en mode mission parce que j'arrivais je crois à 7h le matin mais j'avais mon vol à 16h, 17h, un truc comme ça. Donc c'était vraiment, je sors de l'aéroport, je cours. Express. Ouais, voilà, c'était vraiment express. Et il faisait un temps dégueulasse parce que c'était au mois de décembre. J'ai vécu l'expérience complètement différente. J'étais bon, c'est pas aussi beau, mais ça reste quand même magnifique. J'ai failli me faire écraser par une dizaine de vélos, je pense, parce que toi, t'es là, tu marches en mode touriste, tu sais, tu regardes les immeubles, tu regardes ce qui se passe, mais tu regardes pas les vélos. Et c'est eux qu'il faut regarder le plus. C'est ça. Non, c'est sur ça. Je pense que c'est le premier choc pour tout le monde. Et le choc aussi dans le sens positif. Ici, le vélo, c'est pas un mode de transport, c'est un mode de vie. Clairement, il y en a de partout. Les parkings à vélo sont juste impressionnants. Et je pense que tout le monde fait sa petite photo la première fois qu'on met les pieds ici. Et je m'y suis mise au vélo. Au début, je me disais, les transports, ça va être OK. Et en fait, non. Le transport, ça te fait faire des détours quand tu peux aller toujours en vélo. Et donc maintenant, quand tu demandes où est-ce que tu habites, tu parles en vélo. Moi, j'habite à 20 minutes du boulot, à 20 minutes d'ici. C'est vrai ? Tu parles en vélo, ouais. Excellent, ça je savais pas, tu vois. Et les coffee shops, ils t'ont pas un peu choqué ? Moi, ça m'avait choqué aussi, ça. Alors écoute, je pense qu'aussi il y a 2 Amsterdam et 2 Pays-Bas en quelque sorte. On a eu une période où on habitait juste à côté de Centrale. Donc autant te dire, et on a eu de la chance que c'était pendant le Covid en quelque sorte, donc relativement vite par rapport à une période normale, je dirais. Mais ouais, c'est vrai que les coffee shops, on a absolument de partout. Et c'est surtout qu'on habitait au-dessus du plus grand coffee shop d'Europe. Donc autant te dire que quand on ouvrait la fenêtre, on sentait de bon matin les bonnes odeurs. Et justement, je me moquais toujours de mon copain en lui disant toi, tu vas aller au boulot, tu vas être avec ton petit costard tout propre, nanana. Et puis en fait, t'es là à devoir franchir tous ces touristes qui sont en train de fumer. Enfin, tu vois, c'est un peu choc de monde. Mais écoute, je pense qu'en fait, c'est vraiment les touristes qui y vont. Et je connais très peu de locaux qui y vont au final. C'est vraiment dans l'hypercentre. Si tu te recules un tout petit peu de l'hypercentre, et notamment où j'habite par exemple, il n'y en a pas tant que ça, ou en tout cas, c'est pas la même dynamique. Oui, parce que comme eux, ça n'a jamais vraiment été interdit, ils ont un peu grandi là-dedans. Donc c'est... Ouais, et en plus, après, je pense qu'il y a aussi la fausse idée il y a énormément de touristes français qui viennent aux Pays-Bas justement pour fumer. Aux Pays-Bas, c'est pas légalisé, c'est toléré. Donc, il y a aussi un peu cette nuance, tu vois, là où c'est interdit en France, du coup, ça attire ici forcément pour ceux qui sont concernés. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, comment t'as réussi à trouver un travail à Amsterdam ? Comment on cherche déjà un travail à Amsterdam ? Alors du coup, ça a été un grand défi parce que justement, je me disais, mais sans parler néerlandais, je vais jamais trouver. Est-ce que du coup, je reste en Belgique, mais c'était de base un plan qui était un peu temporaire. Donc, est-ce que je reste là-bas, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Mais en même temps, c'est ce qui me permet d'être le plus proche sans m'oublier moi, justement, d'un point de vue professionnel. Et du coup, je suis de nature à contacter. Je suis très réseau et très à contacter tout le monde sur LinkedIn. Quand j'avais cherché un stage à Madrid, je pense avoir contacté tous les Français qui étaient à Madrid justement pour permettre un premier contact. Et parfois ça marche pas, mais tu as un premier lien qui te donne des pistes pour autre chose. Enfin, je pense vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Donc, j'ose. Je contacte les personnes, je me présente, que ce soit des RH, des managers. Je pense que c'est toujours intéressant de les avoir. Et en fait, j'ai été motivée au point de venir que je me disais, mais moi, si je dois bosser, tu vois, le temps de quelques temps au McDo, ou tu vois, je sais pas, dans un resto, le temps d'une recherche, mais je me mets en tête, c'est Amsterdam ou rien, je serai là. Et du coup, je postulais énormément. C'est vrai que j'ai eu quelques refus par rapport au fait de ne pas parler les néerlandais. Et pour autant, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans l'optique de, moi, je veux vraiment un bon anglais, dans le sens où si tu parles bien anglais, tu te débrouilles partout. Et le néerlandais, il est plus nécessaire, puisque les Dutch parlent vraiment très, très bien anglais. L'anglais, il est hyper compréhensible. Donc, je postule énormément, principalement sur LinkedIn. Et après, tu parles un petit peu de ta recherche à droite à gauche, puis tu as toujours un copain qui connaît quelqu'un qui peut faire passer ton CV. Donc un petit peu de réseautage. Et écoute, un jour, je reçois
un coup de fil sur ma boîte vocale, puisque je coupais toujours mon portable pour mes données, donc j'écoute jamais ma boîte vocale. Et là, coup de chance, j'écoute ma boîte vocale et je reçois un message du RH de mon entreprise actuelle. Oui, on est intéressé par votre profil, donc très chouette, on aimerait faire un entretien, etc. Et ça a été un petit peu une excellente surprise dans le sens où c'est une entreprise où je pense honnêtement en France, j'aurais jamais eu mes chances. Dans le sens où j'étais en marketing, donc marketing c'est assez spécifique et marketing agroalimentaire. Donc ici j'ai changé de secteur. En France c'est vrai qu'on aime bien avoir des candidats avec des fils rouges. Il faut que tu aies fait tel stage, tu sois passé par telle étape, etc. avant. Et en fait aux Pays-Bas ce que j'ai adoré c'est que on m'a dit tu as fait du marketing. Le poste c'est du marketing, donc que tu le fasses sur des fromages ou sur des parfums, tu connais les outils clés finalement et c'est des compétences que tu as développées. Donc on m'a dit écoute on va faire un process et en quelque sorte j'ai eu ma chance comme n'importe quel autre candidat, mais comme aussi face à quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans le secteur et écoute je pense avoir été assez motivée pour montrer mon envie et puis ça l'a fait du coup. Et du coup ça a été relativement rapide. Parce que mon VIE devait se finir en août. J'ai dû commencer à chercher vers avril, mai, je pense. Et en fait, en juin, j'ai trouvé. Et au point que j'ai dû faire une rupture anticipée sur mon VIE. Ah ouais. Donc, après, je restais à l'affût depuis quelques mois. Et c'est toujours bien, je pense, d'avoir un peu une idée de ce qui sort, etc. Mais ouais, du coup, depuis en juin, du coup, j'ai eu mon offre et après, ça s'est fait hyper vite. Génial. De toute façon, c'est du taf, de chercher du taf. Ouais, c'est du taf et je pense que c'était une bonne chose que d'être en confinement parce que du coup, j'ai pu passer mes entretiens, etc. Tranquillement, puis chez moi, tu t'organises un peu comme tu peux, etc. Donc, moins complexe que si j'avais été au boulot, le temps de trouver des salles, des petits détails qui font que j'étais plus à l'aise de passer tout le process depuis chez moi. Top. Et j'aime bien que tu, justement, t'aies fait cette précision que là-haut, on te donne une chance de rentrer dans un secteur où t'es pas expert, parce que ça, c'est dérangeant d'ailleurs. S'il y a des RH de France qui nous écoutent, punaise, mais arrêtez ça, quoi. Mais arrêtez. Et j'ai l'impression qu'il y a qu'en France. J'ai l'impression qu'il y a qu'en France. Après, je me trompe peut-être, c'est peut-être le cas en Belgique et ailleurs. D'ailleurs, j'invite à ceux qui nous écoutent de m'informer par message privé sur FiExpat. Mais c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Pourquoi il faut tout le temps avoir... De toute façon, c'est bien connu, on te demande, tu sors de l'école, on te demande déjà d'avoir de l'expérience. Mais il y a un moment donné, laissez-nous une chance, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ou on nous demande trop d'expérience, ou on veut que tu aies fait pile ce qui... En fait, il faut nous donner surtout cette première chance pour... Et en fait, ce qui est génial, je pense que c'est vraiment une mentalité un peu des pays nordiques, ou en tout cas qu'on ne retrouve pas en France, ce côté où c'est la personne qui est au centre. Et en fait, à partir du moment où tu démontres que tu es apte à savoir développer des compétences, que tu es là pour apprendre, pourquoi pas, tu vois, enfin, les compétences, ça se développe. La personne, tu la changes pas, mais les compétences, ça se développe. Donc, à partir de là, ouais, t'as juste à prouver que t'es la bonne personne. Non, et puis en plus, une personne que t'embauches et que tu lui montres, justement, que tu lui fais confiance, que tu lui donnes cette chance, justement, de faire ses preuves, mais c'est vachement plus motivant, surtout dans notre génération. C'est vachement plus motivant et ça nous donne envie de rester parce que t'as envie, justement, de faire tes preuves et tu vas travailler encore plus. Donc, Carrément. Et tu vois, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, le côté où toutes les deux, on se lasse assez vite, etc. Là, justement, tu vois, je fais pas des choses... Oui, je fais des choses que j'ai déjà fait, mais d'une autre manière. Et du coup, il n'y a pas ce côté, ok, je sais faire, mais en fait, je m'ennuie à mon taf. Non, là, je fais des choses qui, tous les jours, me passionnent, j'apprends. Et justement, c'est ça qui continue, tu vois, de me garder un petit peu... motivée et où tous les jours j'ai envie d'aller au boulot parce que je sais que je vais apprendre et je suis pas dans une espèce de routine qui m'éteint petit à petit. Non, c'est clair. Non, mais c'est top. Et donc, du coup, j'imagine que t'as pas eu besoin de rechercher un appartement ou des choses comme ça parce que t'es venue chez ton copain ?
Alors, il était en coloc à ce moment-là, et justement, c'était le moment de est-ce que je vais mettre un peu plus de temps que prévu et se relance, parce que son contrat arrivait à la fin. Est-ce que du coup, il se relance dans un autre contrat, mais potentiellement j'arrive un mois après, ou est-ce que il prend directement un appart, mais potentiellement j'arrive 6 mois après. Et il faut pouvoir l'assurer financièrement, l'assumer. Et donc, on a pris un peu le pari en fait de prendre un appart. On se dit c'est le moment, et enfin au pire, ce sera compliqué. Enfin, on fera sur un salaire le temps d'eux, et après, ça ira mieux. Enfin, je finirai bien par trouver quelque chose, justement. Et en fait, du coup, ça s'est bien fait. Début mai, il a pris son appart et je suis arrivée en juin. Donc, finalement, ouais, ça s'est tout enchaîné. Et du coup, maintenant, on a notre appart à tous les deux à Amsterdam. Top. C'est quoi à peu près les tarifs pour un appart à Amsterdam? C'est hors de prix. C'est hors de prix, surtout parce qu'à chaque fois, tout le monde me demande alors par rapport à Paris. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment beaucoup plus cher. Déjà, la vie sur place est chère, mais les logements, je pense que déjà, c'est une bonne chose d'être deux pour habiter. Là, il s'avère que c'est la situation qui a fait que, mais disons, avoir un appartement seul, là, par exemple, je pense que nous, on paye 1300 à deux. Et c'est un super bon plan dans le sens où normalement il est à 1006, mais question Covid, en fait, Proprio ne trouvait pas, donc il baissait. Donc on arrivait en quelque sorte au bon moment. Seul, voilà, faut pouvoir se le permettre. Donc on a un appart, on a une chambre, enfin c'est pas non plus c'est un 41 mètres carrés, donc c'est pas non plus un palace, mais et tu vois, par exemple, j'ai des copines qui sont en coloc, une chambre en coloc, ça monte vite à 900 000. Donc pour une chambre en coloc, c'est un budget. Ah, tu vois, j'aurais pas pensé que ça allait être aussi cher, mais du coup, en plus, 1300 €, est-ce que ça inclut eau, électricité et tout ça, ou t'as encore des factures à payer? Non, t'as tout après. Du coup, t'as tout ce qui est Wi-Fi, électricité, eau, t'as énormément de taxes pour les poubelles, des trucs que moi, j'avais toujours été en colocation où, le genre de taxe où t'as l'impression que c'est toujours le propriétaire qui paye, et non, là, c'est à la charge du locataire. Donc, Mais est-ce que du coup, les salaires, ils sont plus élevés, ou ça reste quand même un peu identique à la Non, France? les salaires sont quand même globalement plus élevés. Après, il y a beaucoup de Français qui, justement, arrivent et comparent sur Paris, et donc se basent sur ce qu'ils auraient pu prétendre en quelque sorte à Paris. Mais je pense que non, globalement, ils sont plus élevés. Je sais qu'en sortie, au même niveau, j'aurais pas eu ça. Le salaire que j'ai aujourd'hui à Amsterdam, je l'aurais pas eu à Paris. Donc, tu vois, je comparais, ce week-end, j'étais à Paris justement avec une copine. On touche à peu près pareil, alors qu'elle a plus d'expérience. Ok. Donc, ouais. Ouais, c'est marrant parce que moi, je payais 1300 aussi au Canada, mon appartement, une chambre aussi, un petit truc. Hein. Mais moi, j'étais seule et je peux te dire que ouais, c'est chaud en fait. Donc, Ouais, et sachant que vraiment, 1003, là, c'est vraiment un bon plan qu'on a. Enfin, dès qu'on rencontre des personnes, ils nous disent ah ouais, nous, on n'a pas ça du tout. Et ouais, seul, après, c'est encore une autre histoire. ouais, moi, c'était aussi pareil parce que du coup, j'avais demandé, je voulais changer de côté dans l'immeuble parce que j'avais pas le soleil l'après-midi. Donc, je voulais juste aller dans l'appart qui était en face de chez moi qui se libérait. Et il me disait, ah, mais non, Kelly, maintenant, c'est à 1800 € par mois. 1800 le soleil se par mois. paye. J'étais, ouais, non, je veux du soleil, mais quand même pas à ce prix-là. Ouais. Bon, après, nous, on a la chance d'avoir un rooftop qui, du coup, l'appart est sur un étage et on a l'escalier, et le rooftop fait tout l'appart en quelque sorte. Donc bon, je pensais un peu plus en profiter, mais bon, vu la météo, là, non, mais sur papier, c'est quand même un élément qui est chouette. Et dès qu'il y a un petit rayon, on essaie d'aller là-haut quand même. Super. Et en termes de, du coup, je pose souvent la question, comme tu le sais, en termes de sécurité sociale, comment ça se passe là-haut? Ouais. Alors, en termes de sécurité sociale, dès qu'on arrive aux Pays-Bas, on doit souscrire à une assurance santé. Et pareil, moi, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé, dans le sens où avant VIE, on était avec April, enfin, tout était pris en charge, et en fait, c'était relativement cher, dans le sens où aux Pays-Bas, on doit payer. Moi, par exemple, je paye 120 €, je pense que c'est à peu près une moyenne. Et en fait, ça nous donne accès. C'est nécessaire, mais ça nous donne pas accès à beaucoup, dans le sens où on a un. Comment est-ce qu'on appelle ça quand on doit payer d'avance, il y aura jusqu'à X euros. C'est moi qui vais devoir l'avancer, et au-dessus,
ça va être l'assurance qui va rembourser. Ah, la complémentaire ou la mutuelle, je sais pas quoi. Non, attends, tu sais, c'est pareil pour les assurances voiture à X jusqu'à X. C'est toi qui... Ah, donne-moi un exemple, par exemple, si t'allais à l'hôpital. Non, tu vas chez le docteur. Est-ce que ça marche si tu vas Bah, chez je le vais chez docteur? le docteur, je vais devoir le payer et je vais payer mes consultations jusqu'aux 300 premiers euros. Et après, je serai remboursée. La franchise, Mais je crois que c'est franchise, mais justement parce qu'en France, on n'a pas ça. on l'a pour les voitures, par exemple. Je sais que si Oui. tu as un accident de voiture, si c'est en dessous de, je sais pas, après ça dépend, la franchise, en fonction de ce que tu payes, bah, tu as une franchise qui est différente. Euh, Là, du coup, pour 120 euros, je crois que c'est jusqu'à 395. Donc les 395 euros en quelque sorte, ils sont pour moi. C'est moi qui les paye. Et au-delà, je me fais rembourser. Mais du coup, voilà, dans le sens où c'est pas hyper. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup chez le médecin et je suis pas sûre d'avoir 395 euros de visite de généraliste, etc. Parce que, Donc, du coup, donc, alors attends, juste pour être sûr que j'ai bien compris. On va dire que tu as jusqu'à 395 euros. Mais du coup, si par exemple tu vas, je sais pas moi, 3 fois chez le docteur, si on t'en as pour 250, tu vas payer les 250, t'as pas atteint ton quota des 395, et ben voilà, c'est comme ça. bah, ouais. Ouais, du coup, ouais, exact. Du coup, c'est pour ça que bah, on a un peu l'impression de payer pour rien. C'est ce que j'allais dire, ouais. En quelque sorte, tant que tout va bien, on a un peu l'impression de jeter 120 euros par mois. Ouais, Mais, parce que. Ah, mais par c'est mois? obligatoire, tu dois souscrire. C'est par mois, ouais, ouais. Donc tu dois souscrire à une assurance santé. Oh! Et tu vois, par exemple, donc chacun prend, c'est un peu une assurance santé que tu prends sur option. Donc, je sais pas si tu as des lunettes, des problèmes de kiné, etc. Tu prends un peu à la carte et ce qui te convient. Par exemple, donc moi j'ai des lunettes et je voulais prendre bah, pour pouvoir les changer. En fait, ça te fait vite payer beaucoup plus par mois et en fait, t'es remboursé du style 100 euros tous les 2 ans et bah, je me disais à ce prix-là en fait autant que je me paye moi-même mes lunettes et je rajoute pas chaque mois quelque chose, donc c'est vraiment très, enfin c'est là qu'on se rend compte que en France on a vraiment des très bonnes mutuelles et que bah ouais on peut redire des choses mais aussi je sais pas si je l'apprécie à sa juste valeur parce que là bah ouais je vais vraiment minimiser les moindres allées chez les médecins. Ah, de toute façon, une fois que tu t'expatries, tu te rends compte vraiment de tous les Ouais, avantages sociaux qu'on a en France et tu te dis waouh. non C'est clairement. pour ça que des fois, quand il y en a qui sont en grève, en France, je me dis punaise, mais les gars, tout ce qu'on a déjà, Ouais, et vous réclamez 5, non non c'est 5 euros en clair. plus par mois, sérieux? Ouais. Donc, en termes d'abonnement téléphonique, parce que moi, c'était aussi un truc qui me coûtait très cher au Canada. Ouais, alors je sais qu'ici c'est très cher et Belgique c'était la même chose. Et en fait, j'ai fait le choix de garder mon abonnement actuel, donc je suis chez Free. Et en fait, j'ai jamais eu de problème dans le sens où ils nous disent, théoriquement sur papier, si on reste plus de 3 mois dans un pays à l'étranger, en tout cas qu'on utilise plus de data à l'étranger qu'en France, on peut ou avoir des frais ou bah, voilà, enfin, on a un avertissement. Écoute, j'ai passé 2 ans en Belgique, j'ai eu aucun avertissement et aux Pays-Bas, pas de problème pour l'instant. Donc jusqu'à nouvel ordre, je reste chez Free. Moi, on m'a Et dit, comme maintenant on a les datas à l'étranger, etc., bah, enfin, j'ai vraiment aucun intérêt de un, prendre un contrat local, quoi. mhm. Moi, on m'a dit que du coup, si tu, par exemple, tous les 2 ou 3 mois, tu enlèves tes datas juste pendant 2 ou 3 jours, ça fait comme un reset et du coup, ils verront pas que t'es aussi longtemps à Ah ouais? l'étranger. Bah écoute, ouais, je sais pas, mais du coup, après, c'est vrai que, bah, indirectement, moins là pendant le Covid, mais je passe des petits week-ends en France, donc je me dis, bon, allez, je recharge pour. Ça fait un peu la coupure, mais bon, j'y vais pas non plus Ouais. plus que ça. Puis là, si tu bosses de la maison, du coup, t'es tout le temps en wifi. Donc, en quelque sorte, ils Ouais, le voient pas non plus. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, au final, ça coûte cher. Tu sais à peu près les prix ou pas? C'est bien bien plus cher que nous, je sais, parce que moi j'étais au fameux en France où c'était, tu sais, le 99 centimes, puis tu passes à 1,99, 4,99, Mhm. 9,99, etc. Et maintenant je suis à 19,99 et je me dis toujours, oh, j'ai jamais payé autant ce genre de prix. Et quand je disais ça à des Belges, ils disaient, mais nous c'est rien du tout, c'était plutôt vers 35. Enfin, du coup, aux Pays-Bas, je ne saurais pas te dire parce que du coup, je ne me suis pas renseignée Ok. sur la question. Mais oui, on nous proposait avec la Wi-Fi d'avoir des abonnements et c'est plutôt autour de 35, 40. Après, en fonction des options, ça monte un peu plus, mais on n'est pas du tout aux 99 centimes ni aux 19 euros. Hein. Tu sais combien moi je payais? Non, Je payais 100 $ par mois et j'avais 3 gigas. c'est rien du tout, 3 gigas.
On est d'accord. Tu passes un appel Messenger et Eh il ben, n'y a plus rien. c'est pour ça que Ah ouais. là j'ai un abonnement à 9,99, je suis waouh! Et t'as quoi? Genre L'arrêt 35 du gigas, tu pétrole. sais? Tu te dis waouh! Ouais, non, et honnêtement, ça n'a pas de prix, ça, justement, de vivre à l'étranger. Pour moi, c'est ultra important de pouvoir appeler mes parents ou mes sœurs, même mes amis, enfin, quand je veux, où je veux. Et c'est hyper agréable de ne pas avoir à être chez soi de la Wi-Fi. Là, je suis dans la rue, je peux les appeler sur leur téléphone, enfin, comme si j'étais en France, finalement. Et ça, c'est chouette. C'est clair. Et en ce qui concerne, je sais pas si chez toi, si ce que t'as comme abonnement télé ou internet, mais moi ça coûtait très cher aussi. Du coup, Alors moi, ça m'a semblé cher parce qu'à chaque fois, c'était inclus dans mes prix de coloc en quelque sorte. Mais du coup, télé, on n'a pas pris parce qu'on s'est dit si on a Wi-Fi, en soi, on peut regarder un peu comme on veut et on n'est pas très télé. Après, la Wi-Fi, on l'a fait installer et ça nous coûte à peu près 30 euros, entre 30 et 40 euros par mois, je dirais. ok, ça va, c'est Il y a le raisonnable. premier mois où c'est un peu plus cher parce qu'ils installent, mais et tu payes la box. Mais non, en soi, je pense que c'est à peu près les prix en France. Enfin, en France, pareil, j'en ai jamais acheté, mais je pense. D'accord. C'est pas déconnant en tout cas. Ouais, non, parce que moi, pareil, là j'ai l'impression que je compare beaucoup au Canada parce que du coup c'est ça où je payais le plus, mais moi j'étais à 250 $ par mois. Mais là, tu sais, c'est obligé que ton salaire soit en conséquence parce que du coup, Ben, comment il est aux tu vis conséquences, sinon? mais au final, c'est ce que j'expliquais à tout le monde. Tu prends ton salaire qui est plus élevé et t'enlèves toutes les factures. Ouais, il te reste. Au final, tu reviens au même, tu vois, donc tu te dis Ouais, l'un dans l'autre, chaud quoi. non, ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que du coup, t'as pas de voiture. Alors, j'ai pas de voiture, bah non, parce que j'ai mon petit vélo, mais mon copain a une voiture avec son boulot. Souvent, ils font ça. Enfin, je sais qu'au Benelux, c'était relativement fréquent, c'est un peu une compensation financière autre que monétaire finalement. Et du coup, bah, on a dû payer on appelle ça, c'est un abonnement un peu. Tu prends une zone dans la ville pour pouvoir te garer où tu veux. Et ça a un prix, c'est relativement. Les parkings sont hors de prix à Amsterdam. L'heure, elle peut aller jusqu'à 12 euros l'heure en fonction des quartiers. Donc, Wow. tu vois, tu t'amuses pas à garer ta voiture un long moment. Et du coup, le plus rentable, c'est de s'inscrire pour une zone. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sur relativement du long terme, puisqu'on paye 6 mois par 6 mois. Ouais, je crois que c'est à peu près en fonction des zones, parce que pareil, si t'es dans les personnes, c'est un peu plus cher, mais ça doit être autour de. Bah, là, on a reçu la facture, je crois que c'est 175 pour 6 mois pour te gagner. Donc, voilà, c'est plus rentable. Ça va, ouais, Mais honnêtement, la voiture, elle n'est pas indispensable à Amsterdam. Voilà, parce qu'il l'a eu avec l'entreprise, mais en vélo, c'est très bien aussi. Oui, après, c'est surtout si t'as envie de voyager un peu dans la Hollande ou ailleurs. Ouais, bah disons, question Covid, c'était pas le meilleur moment pour ça. Mais non, oui, sinon, en plus, il y a de quoi faire, donc ouais. Et du coup, la météo, ça va, ça t'impacte pas trop parce que moi, Amsterdam, je vois quand même ça comme une ville très, très grise. Surtout étant donné que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai mangé de la pluie toute la journée. Alors écoute, le premier confinement que j'ai fait ici pendant le Covid, donc c'était d'avril jusqu'au début de l'été. On avait eu un temps, mais juste waouh. Donc je me disais, mais ça va en fait. Enfin, pourquoi tout le monde dit qu'à chaque fois il pleut tout le temps aux Pays-Bas c'est carrément ok. Et donc, bah voilà, là j'étais tombée amoureuse de la ville. Et maintenant, il fait que pleuvoir. C'est vrai que ça joue quand même beaucoup sur le moral. Je te cacherai pas que bah ouais, dès que je vais au boulot, je suis bon. Est-ce que aujourd'hui je prends le ciré? Est-ce que je prends les transports? Est-ce que j'y vais bien en vélo? Mais bah, du coup, tout le monde est ultra équipé ici. Mais ouais, après, c'est pas des grosses journées pluie intense, c'est des petites coupures. Donc, ça nous permet de lever la tête, de voir un peu de ciel bleu, de recharger les batteries avant la prochaine pluie. Mais ouais, non, sinon, faut pas venir à Amsterdam pour le temps. Ouais, Ça, c'est sûr. c'est clair. Et un truc qui m'avait choqué à Amsterdam, parce que je suis mais absolument contre ça, et s'il y en a qui écoutent et qui ils vont peut-être pas aimer, mais ce quartier rouge, il s'appelle comme ça. Ouais, le quartier rouge. D'ailleurs, je crois qu'il a toujours pas réouvert. Il avait été fermé pendant le Covid. Et ouais, bah disons qu'ici, ils sont une politique à autoriser dans le sens où c'est un travail comme un autre et bah, au moins, elles le font de manière sécurisée. Et en fait, bah,
moi, je sais pas si j'ai vraiment un avis dans le sens où, bah oui, ici, ça fait aussi partie un peu de la culture, mais je discutais avec des personnes et qui me disaient, bah en fait, ces personnes, enfin, celle-ci ou d'autres, le métier existera quoi qu'il arrive, dans le sens où que ce soit légal ou non. En France, on a aussi des personnes qui se prostituent, etc. Au moins ici, c'est que elles ont un salaire, elles touchent des droits, elles ont une retraite, chose qu'elles n'auraient pas forcément en France. Donc, ça leur permet de donner une certaine situation qu'elles n'auraient pas ailleurs. Mais en fait, Ouais, tu sais, après, gros débat. voilà, moi en fait, tu sais ce qui m'énerve dans tout ça, parce que pour moi, elles sont quand même des artistes, hein, ce qu'elles font, c'est pas. Tu vois, elles se dansent de. Pour ceux qui connaissent pas le quartier rouge, donc il y a des femmes qui sont derrière des vitrines et qui font un peu un show, mais après, ça se transforme en quelque chose d'un petit peu plus sexuel. En fait, moi, ce qui me dérange, il est où le quartier avec les hommes qui dansent derrière des vitrines? C'est vrai qu'il n'y a pas le quartier avec les hommes, parce qu'il y a le quartier avec des trans. euh, je me demande aussi s'il n'y en a pas pour les lesbiennes, mais écoute, peut-être en développement. Mais en tout Voilà. cas, ça s'ouvre un peu plus. Donc tu vois, moi, la grosse égoïste, hein, je me balade dans le quartier rouge, moi, voir des nanas à Et moitié à moi, poil, et moi, je vais voir où les mecs. ouais, c'est pas, pour l'instant, c'est pas là qu'il faut aller, c'est sûr. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Mais Le donc, petit coup de gueule de Kelly. voilà mon petit coup de gueule. Moi, je suis célibataire, je veux de l'homme derrière les vitrines. Surtout que moi, les spectacles de Chip Mandel, alors ça, j'adore ça. Ne m'y emmène jamais parce que je deviens hystérique et je te casse les oreilles. Enfin, voilà. Bon, du coup, avant que je te pose les questions de la fin, est-ce Ouais. qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à une personne qui envisagerait de venir s'expatrier, que ce soit en Hollande ou à Amsterdam plus précisément? Je pense que c'est important de se renseigner avant, dans le sens où, enfin, c'est important oui et non, parce que j'ai envie de dire que d'un côté, justement, comme je te disais tout à l'heure, le fait de voyager quelque part et d'y vivre, c'est totalement différent. Et moi, je pense que j'ai un peu fait cette erreur à Taïwan de me dire, ah bah je revenais d'un week-end, d'un voyage de 3 semaines en Asie, j'adore la bouffe asiate, pour la faire très courte, trop chouette, allons vivre là-bas. Et il y a autre chose derrière, et voilà, il y a toute une culture dans laquelle on doit pouvoir se projeter. Après, j'ai envie de dire que finalement, que ce soit Amsterdam ou que ce soit une autre destination, c'est toujours du plus, une expatriation. Et même quand on n'aime pas, je pense qu'on a quand même. Et là où, par exemple, Taïwan, je ne retournerai pas. Demain, tu m'offres un contrat local à Taïwan, je ne suis pas sûre d'y retourner sans savoir quand je reviens, en quelque sorte, de m'y lancer pour toute la vie. Et pour autant, ça a été une superbe expérience. Donc, je pense qu'il faut juste y aller et s'ouvrir. Par contre, si on joue le jeu de l'expatriation, on y va à fond. Et c'est pas pour espérer faire les mêmes choses que tu fais chez toi. Dans ce cas, sinon, en quelque sorte, ne pars pas. Enfin, reste chez toi. Si tu vas à l'étranger, c'est vraiment pour découvrir ce qui se passe, voir autre chose. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et c'est un autre point de vue. Mais au moins, on s'ouvre à ça et on découvre des nouvelles choses. Donc non, juste s'ouvrir et se lancer à fond, mais le vivre vraiment à fond et pas se mettre de barrières finalement, même si ça nous pousse finalement un peu hors de notre zone de confort. Carrément. Parce qu'en plus, là, tu vois, on compare beaucoup. Enfin, on a comparé Canada, on a comparé avec la France, mais une erreur à faire, justement, quand tu t'expatries, c'est surtout pas de comparer. De surtout pas essayer de remanger ce que tu manges en France. Parce que oui, peut-être que le fromage va coûter plus cher et peut-être qu'il y aura pas du Nesquik. Parce que si déjà tu pars de la France en disant je veux refaire la même chose qu'en France, tu vas pas kiffer ton expérience, quoi. Non, clairement. Et c'est vrai que aux Pays-Bas, il y a énormément de Français. Et c'est dommage, en fait, je trouve. Après, je suis la première à justement dire ah, moi, je veux rencontrer plein d'internationaux, etc. Et finalement, bah oui, on rencontre plus de Français que ce qu'on voudrait, parce que, un, on est partout, et que deux, c'est aussi un fait que finalement, on se retrouve un petit peu dans la culture, on a les mêmes références, etc. Donc, il y a une certaine facilité avec les Français. Mais si des personnes qui veulent créer leur petit Paris à Amsterdam, c'est pas forcément peut-être la bonne approche, parce que ils sont pas à Amsterdam pour Amsterdam en quelque sorte, et que cette expérience, ils pourraient se la faire n'importe où. Parce que du coup, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu as réussi à connecter un peu avec des locaux? Alors, des locaux, notre ancienne coloc qui était à Madrid était Dutch, donc on a quelques amis qui sont Dutch, mais après, c'est principalement des internationaux. Dans le sens où je pense que, déjà, les locaux, ils ont aussi un peu leur vie, en quelque sorte, où en
fois, t'arrêtes, tu connais pas grand monde et t'as envie de faire des choses, mais oui, ils seront dispo de temps en temps, mais ça va pas devenir des personnes que tu vas voir tous les jours. Et après, je pense que la richesse d'Amsterdam, c'est que c'est une ville qui est vraiment très, très internationale. Et du coup, je sais pas s'il y a encore, en quelque sorte, un néerlandais typique où c'est tellement multiculturel et c'est en même temps ce qui est hyper chouette. Et ça se ressent partout. Au bureau, je travaille, il y a très peu finalement de néerlandais, alors que tu vois, notre siège maintenant est à Amsterdam. Ça se ressent aussi dans les restaurants. Dans les restaurants, c'est énormément d'alimentation internationale, d'inspiration qui viennent de partout. Donc, mais je pense que c'est un peu comme dans toutes les capitales finalement où c'est une ville qui est multiculturelle. Donc non, le Dutch pur se fait rare, mais ça ouvre des opportunités pour d'autres rencontres, donc c'est chouette aussi. Du coup, je t'écoutais parler, mais j'ai 2 questions qui sont venues en tête. Je sais même pas par laquelle commencer Ouais. parce qu'elles ont rien à voir l'une et l'autre. La première, c'est au niveau du travail. Leur taux horaire, les congés et tout ça, ça se passe comment? Alors, pareil, si on compare à la France, en soi, les congés, on en a moins. Je pense que le minimum, c'est 24 jours. Non, c'est 20 jours. Et moi, je dois en avoir autour de... Parce que je pense en avoir 24 et je crois que j'en ai 30. Enfin, c'est un peu fou de ce côté-là, mais c'est un peu au cas finalement. Mais voilà, le minimum, c'est quand même 20. Donc, ça reste qu'en France. On a moins de jours de congés ici. Le mois de mai, on le sent bien chaque fois quand la France a tous les congés et que ici, non. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on n'en a pas avant novembre. Tout ce qui est juillet, août, etc., forcément, on les a pas. Et en termes d'horaire, et je pense que c'est un grand avantage d'Amsterdam, c'est vrai qu'on dit souvent que Paris, c'est une ville qui est stressante et où on travaille énormément et qu'en France, il y a un certain présentéisme. Ici, c'est pas du tout la mentalité et je l'avais retrouvé aussi en Belgique. C'est vraiment, tu fais tes horaires et limite, c'est mal vu en fait, tu restes trop parce que ça veut dire que tu sais pas gérer ta charge de travail. Alors qu'en France, tu feras toujours attention de partir après ton chef. Et moi, j'aimais pas cette mentalité où justement, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, t'as fini. Et eux, ils sont en mode, on profite de partir tôt pour pouvoir faire d'autres choses. Et finalement, la vie, c'est pas que le boulot, il y a aussi une vie en dehors et tous, ils s'occupent de leurs enfants, ils ont des activités. Enfin, ils sont acteurs de leur vie en dehors du travail et ça je trouve ça génial parce qu'ils prennent le temps d'eux finalement et ils subissent pas justement juste le boulot. Donc, après c'est vrai qu'ils ont tendance à commencer plus tôt par rapport à la France je pense. C'est vrai qu'ici moi 8h30 je suis devant mon ordinateur. On déjeune aussi assez rapidement dans le sens où c'est pas la pause de 2 heures. Non, c'est tu vas manger, tu déjeunes en 30 minutes, 1 heure max, c'est souvent quand c'est des entreprises internationales. Mais voilà, le but c'est d'être efficace et au moins tu prends de pause, au plus tu travailles et au plus tôt tu vas pouvoir partir finalement. Donc ça c'est hyper agréable et j'avoue que c'est un gros point qui m'avait changé de Paris et positivement. Oui, ça, moi j'adore. Et puis comme tu l'as dit, c'est pas parce que tu es là pendant des heures que ça veut dire que tu travailles plus. Au contraire, ça veut dire que t'es pas efficace. Ah non, clairement, ouais. Non, c'est sûr. Ça, j'adore. Et tu sais, quand je pense à la Hollande et à Amsterdam, j'ai aucune idée de leur spécialité culinaire. Alors, en même temps, on vient pas toujours ici pour ça. Là, pour le coup, la France, on a peut-être à baver devant la France. C'est vrai que je mange très peu local. Et comme je disais tout à l'heure, comme il y a énormément d'étrangers, il y a énormément de restaurants internationaux. Et du coup, après, les plats locaux, ça va être... Il y a beaucoup de sucrés, par exemple les stroopwafels, où ils ont des mini-gaufres. Donc, ouais, c'est très sucré. Après, qu'est-ce qu'ils ont ils ont, par exemple, le hareng. Ils se font des sandwichs au hareng parce qu'ici, c'est un peu le sandwich le pays de la tartine. Et donc, sandwich, dès qu'ils peuvent, au repas, vraiment, ils adorent ça. Donc, avec les harengs. Il y a aussi des... Bon, là, c'est plutôt pour l'hiver, mais c'est des plats qui sont bien costauds. C'est une espèce de purée avec dedans, au choix, c'est ou du poireau ou de la carotte, et avec des saucisses. Enfin, tu sais, le plat bien réconfortant, bien... tu roules après. Il ne faut pas le faire pour avoir une journée efficace au boulot. Mais... ouais, c'est vrai que finalement, il y a très peu de... Si on veut manger local, c'est assez limité, puisque finalement très international, mais ils ont des petites spécialités qui méritent
un détour quand même. Ouais, et puis s'ils mettent des poireaux et des carottes, ça va, c'est pas mal, il y a quand même des légumes. Non, par contre, ce qui est chouette, c'est que ils ont une alimentation, euh, j'allais dire qui est saine. En fait, c'est même pas le terme parce que j'ai l'impression qu'ils ont plutôt des snacks là où nous on aura des bons dîners. Et je le retrouvais un peu en Belgique où ils avaient vraiment leur un plat c'était froid, un plat c'était chaud. Et là où nous, tous les Français, on arrivait à se cuisiner des plats, etc. Ils nous disaient bah non, je peux pas manger un plat chaud, j'ai déjà mangé chaud à midi. Et tu vois, il y a vraiment cette mentalité de bah non, si j'ai mangé chaud, je me fais des tartines. Là où pour nous, bah, des tartines, c'est pas vraiment un plat. Mhm. Et donc, je pense que c'est vraiment le côté efficacité et ouais, aller droit au but. Et en même temps, ils ont un mode de vie donc, qui va avec le vélo, qui va avec très prend soin de soi, assez naturel, et donc d'où les fruits et les légumes, mais à chaque fois de manière très simple, dans le sens où ils sont, et pour l'avoir constaté dans différents restaurants, ils cuisinent bien, mais ils cuisinent simplement. Ils subliment le goût du légume, mais ils vont pas faire comme on pourrait avoir, nous, de essayer de faire des mix, des mélanges assez subtils, assez innovants et assez inattendus. Mhm. Ici, par exemple, on s'est fait des restaurants assez classe, mais par exemple, ils nous mettaient du pâté avec enroulé dans une feuille de chou, chose que tu n'aurais jamais finalement en France parce que le produit n'a pas été transformé, mais n'a pas été cuisiné, tu vois, il a été assemblé. Ici, j'ai Mhm. l'impression que quand ils cuisinent, ils assemblent plus qu'ils cuisinent. D'accord. Mais après, voilà, au moins, ils savent ce qu'ils mangent et les éléments sont, enfin, les, les ingrédients sont sains et voilà, mais on a une approche qui est différente par rapport à la nourriture, je pense. Mhm. Bah, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien enfin, comme tu l'as dit, les légumes, des fois, même la viande et tout ça. C'est un bon goût à la base, alors pourquoi se compliquer la vie à En mettre fait, c'est plein de ça. trucs? Si c'est des bons légumes, sont bah pourquoi est-ce que je vais aller cacher le goût ou Mhm. le non, je vais le manger tel quel et voilà. Exactement. Mais top. Et ben écoute, mes petites questions de la fin que tu connais. Si Sophie d'aujourd'hui pouvait passer un petit message. Bah toi du coup ça fait pas longtemps que t'es arrivée. Mais du coup peut-être si tu devais te passer un message, si oui ou non t'allais aller à Amsterdam, tu te dirais quoi? Bah, je pense que du coup, au-delà d'Amsterdam, c'est surtout aussi l'ensemble des expériences à l'étranger Mhm. que j'ai pu avoir. C'est vrai que quand j'étais en prépa, j'avais ma prof d'anglais qui m'a dit mais Sophie, quand tu parles anglais, je comprends pas ce que tu dis. Et en fait, on m'a toujours un peu rabaissé et tu vois, je me dirais bah vas-y, fais pas confiance et ne crois pas ce que. Oui, peut-être que tu parles mal aujourd'hui anglais. Et alors, est-ce que ça doit te bloquer pour partir à l'étranger? Bien sûr que non. Et donc, bah, donne-toi d'autant plus les moyens pour faire ces expériences et crée-toi ces opportunités pour progresser par toi-même. Et c'est pas finalement que sur les bancs d'école qu'on apprend anglais, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et pour ça, bah, faut un peu se bouger et il faut aller sur place. Donc vas-y, mais d'autant plus et deux fois plus. C'est clair. Tu sais ce qui est drôle, c'est que bah je te l'ai dit, hein, moi aussi j'étais très mauvaise en anglais et je me faisais énormément rabaisser aussi par certains de mes profs. Mais en fait, mais eux ils se remettent pas en question quoi. Non, ben non, parce que c'est facile de parler anglais face à des élèves. Et oui, c'est ta spécialité, mais sors de ta zone de confort et peut-être que bah, tu seras plus aussi expert que. C'est ça. Donc, Ou plutôt que ouais. d'aller interroger, moi je me souviens, ma meilleure amie, elle était super forte en anglais. Bah s'il fallait faire parler quelqu'un, on la faisait parler elle alors qu'elle maîtrisait le truc. Bah ouais, mais essayer de faire parler ceux qui ont du mal justement. Ouais, ouais. Mais ouais, parce que moi, vraiment, enfin, elle me comprenait pas. Et je pense que c'est ça, faut pas s'arrêter parce que, bah oui, plus tu vas me dire que tu me comprends pas, bah moi je vais parler, moi je vais parler, moi je vais progresser. Donc, après, c'est un peu un cercle vicieux. Et Carrément. donc, bah, justement, écoute pas les remarques des autres. Et moi, je me rends compte que j'ai progressé en anglais à partir du moment où je me suis dit, bah en fait, il faut parler. Et justement, entre quelqu'un qui est là à bégayer parce qu'il cherche ses mots, parce qu'il est pas sûr de lui, parce qu'il sait pas une même personne qui a le même vocabulaire, mais juste qui a confiance en elle et qui essaie, bah, c'est deux approches qui sont totalement différentes. Et désolé, mais tu vas beaucoup plus vers la personne qui a confiance et du Mhm. coup, bah, tu vas lui donner un petit tips pour qu'elle ait le vocabulaire et la fois d'après, bah, elle le ressortira et puis bah, tu progresses comme ça. Mhm. Donc non, aujourd'hui, c'est loin d'être. Enfin, moi, j'en fais tout un tas tout un drame sur mon anglais, mais après, dis-toi qu'après toutes les expériences que j'ai eues à l'étranger, enfin, j'ai passé quand même tous mes entretiens en anglais, donc tu vois, les personnes qui m'ont embauché savent, Mhm. enfin, c'était ok quoi.
Donc, oui. mais tu vois, je me mets toujours dans une position, ouais, je suis pas bonne en anglais, alors que bah, j'ai quand même tracé un peu ma route depuis, quoi. Mais non, Donc ouais. je suis sûre que tu parles très bien anglais. Et donc, pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Alors écoute, il y a une citation que j'aime bien et j'ai essayé de retrouver la personne qui l'a dite. Et en fait, je pense qu'elle a tellement été dérivée, qu'il y a eu différentes versions que bah, je crois qu'il n'y a même plus d'auteur aujourd'hui. Donc je dirais juste que c'est un proverbe français. Et c'est les voyages forment la jeunesse et déforment les bagages. Et je trouve que cette citation, elle est jolie parce que finalement, bah, avec les voyages et le fait de partir à l'étranger, bah, on grandit, on se forme, on se forge, on apprend, on découvre plein de choses et on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on apprend, mais pour autant, ça nous ouvre un monde et ça nous ouvre des nouvelles portes et je pense qu'à partir de là, on peut que avoir l'esprit ouvert et c'est chouette dans un monde d'avoir, tu te fais ta propre opinion, mais basée sur des connaissances que tu as découvertes finalement au travers de différentes rencontres et dans différents pays, dans différentes cultures. Bah carrément, et puis au moins ça te permet aussi d'être un petit peu plus épanoui, je pense, parce que du coup tu t'ouvres un peu plus sur ce qui est possible, et donc du coup c'est énorme ça pour l'épanouissement personnel. Ouais, et tu vois un petit peu finalement ce qu'on disait tout à l'heure avec souvent on se rend pas compte en France la chance qu'on a et bah, justement là de connaître autre chose, bah tu sais où est le pour et où est le contre et tu vois ce qui est bon à prendre et tu te fais un petit peu ta propre opinion de la somme de toutes ces choses-là. Donc ouais. C'est clair. Mais en plus moi je viens juste de finir le livre Alchimiste là, qui est super connu. Ah, le fameux. Il a fallu que j'ai 35 ans quand même pour le lire, alléluia. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est ce qu'il fait, lui aussi il part d'Espagne pour aller voir les pyramides, mais tout ce qui lui arrive sur son chemin et toutes les personnes qu'il rencontre, enfin, c'est tellement enrichissant. Ouais, bah moi je pense vraiment qu'on est. Je sais plus qui m'avait dit, je pense que c'était mon grand-père un jour, il m'avait dit en fait on est la somme de l'ensemble des personnes qu'on rencontre et c'est vrai, et tu vois, et en fait si tu prends un petit peu le meilleur où tu vois dans chaque personne qu'on a, bah il y a forcément quelque chose qu'on aime ou quelque chose auquel on aspire, bah si on prend toutes ces bonnes choses, bah tu vois, tu peux que t'améliorer en tant que personne et tu deviens bah, un peu la personne où tu as pris le positif de chaque personne que tu voulais et tu deviens la meilleure version de toi-même. Exactement. Et bah écoute, très belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir contacté. Donc, petit message à ceux qui nous écoutent. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, j'espère que tu l'as fait, Sophie. Alors non, parce que j'ai pas d'iPhone, mais justement, c'était la problématique parce que je me disais, je veux dire au public à quel point c'est top et je ne pouvais pas. Mais je vais remédier à ça, j'ai trouvé une solution, t'inquiète pas. Ouais, c'est embêtant parce que malheureusement, ouais, il faut avoir un appareil Apple. Après, bon, si on n'a pas d'appareil Apple parce qu'on est team Android ou autre, on peut toujours demander à quelqu'un de son entourage de le faire pour nous. Ah, mais j'ai un Mac, en fait, j'étais uniquement sur les iPhones, mais non, j'ai un Mac, donc non, j'ai plus d'excuses. Donc, Kelly, tu auras tes 5 étoiles très prochainement. Oui, parce qu'encore une fois, hein, en fait, c'est parce que c'est ça qui aide la visibilité du podcast et c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement. Donc c'est très important pour moi et puis surtout pour ceux qui justement ont peur et qui n'ont pas encore connaissance du podcast. Donc voilà. Et ben écoute, je te souhaite une très bonne journée, enfin très, très bonne soirée pour toi. Ouais, la veille de mes vacances, donc la soirée va être intense. Mais écoute, belle journée à toi aussi, profite sous le soleil et c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc continue ce podcast, c'est vraiment top. Merci, le plaisir était partagé.